oui, j'ai le plus beau métier du monde, je suis directrice d'école. Jusque-là, tout va bien, une femme directrice d'école. Pour la première fois, comme me le disait mon fils, je peux expliquer en classe ce que tu fais. Simplement, directrice de grande école, là, on est tout de suite dans les gros mots. Grande école en France, c'est quelque chose qui est devenu compliqué. Le gros mot, c'est élite, sélectivité, excellence. On a un peu oublié que élite, c'est les gens qu'on choisit pour nous représenter dans des secteurs où on espère qu'ils ont des compétences. Alors c'est bien si c'est les gens qu'on choisit, pas si c'est les gens qui se choisissent. Et puis c'est bien si on choisit les meilleurs et pas les fils ou les petits-fils des meilleurs d'hier ou d'avant-hier. C'est un peu, beaucoup, le sujet des grandes écoles, toutes. Le sujet de l'ENA, pas moins que les autres, peut-être un peu plus que les autres, puisque on forme des serviteurs de l'État, c'est un beau mot, serviteurs, mais qui prennent des décisions, des responsabilités, qui nous touchent toutes et tous. Alors, grande école, ça veut dire d'abord PME quand même, c'est une petite structure. On travaille effectivement sur des petits chiffres, mais avec une particularité, on a 60 millions d'actionnaires. Il n'y a pas un Français qui n'a pas une idée sur ce qu'il faudrait faire à l'ENA, y compris pour certains candidats à la présidentielle, supprimer l'école. Je n'ai pas remarqué qu'on était dans une phase de notre histoire où on avait besoin de moins de formation, je dirais plutôt plus. Tout change, tout va vite, mieux se former, davantage se former plutôt que de former une école, de fermer une école. C'est ma façon de voir. On n'est pas obligé d'être d'accord. En tout cas, il y a 60 millions de façons de voir. J'ai rencontré un jour quelqu'un dont je me suis dit qu'il faisait un peu le même métier que moi, et c'est Didier Deschamps. À chaque match de l'équipe de France, on est 60 millions à savoir ce qu'il aurait dû faire. Il n'aurait pas dû les sélectionner comme ça, il n'aurait pas dû les entraîner comme ça. Alors simplement, pour témoigner qu'on fait le même métier, une fois qu'ils sont sur le terrain, ce n'est pas lui qui joue à leur place. 60 millions d'actionnaires, en fait, c'est formidable. Une fois qu'on a plus trop le vertige, dans École nationale d'administration, il y a nation. Cette école appartient à la nation. Ça veut dire deux choses pour moi, qui l'ai rejointe sans en être sortie. Je n'avais pas fait l'ENA. Maintenant, j'essaie de refaire l'ENA. C'est qu'elle accueille les meilleurs talents. Et ça, j'ai une feuille de route, une roadmap, comme on dit, qui date pas d'hier, mais qui n'a pas pris une ride, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 6. Les emplois publics sont accessibles à tous, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. On écrivait pas mal en 1789. Si on y arrivait en 2016, ce serait bien. Et puis, que cette école, que toutes les grandes écoles, sachent former aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Alors, est-ce qu'on accueille sans distinction autre que celle des vertus et des talents? Non. Si on y était arrivé, ça se saurait. Je dirais même que ça s'est un peu dégradé un peu partout dans le système universitaire et des grandes écoles en France et en Europe et en Occident et partout dans le monde. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on se couche en se disant finalement qu'on n'est pas pire que les autres ou est-ce qu'au contraire, on a quelques insomnies en se disant qu'est-ce qu'on fait? Comment se fait-il que notre système scolaire ne soit plus l'ascenseur social qu'il était et qu'il soit devenu un entonnoir? C'est vrai qu'à l'ENA, il n'y a pas le fils et la fille de monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas non plus les enfants des patrons du CAC 40, ils ne vont pas à l'ENA, ils vont dans les business schools ailleurs, souvent ailleurs d'ailleurs. Il y a les enfants de profs. Alors, il y a sûrement plein de profs dans la salle. J'adore les profs puisque je dirige une école. Simplement 30% d'enfants de profs dans une grande école, c'est beaucoup trop. Ça veut dire qu'il y a un délit d'initié culturel qui fait qu'on sait comment on fait des bonnes études et que ça n'est pas largement partagé. À partir de là, on a travaillé à tout ce sur quoi on a prise. On a refait le concours. On s'assure qu'on n'est pas discriminant. On forme nos jurys. On fait venir dans les jurys des gens qui sont des vrais professionnels de la diversité. Vous en avez vu et écouté ce matin. Maintenant, ils sont les bienvenus pour nous aider, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on recrute. Et que ce n'est pas recruter quelqu'un qui vous ressemble, c'est recruter quelqu'un qui a quelque chose à apporter. C'est ça qui compte. Donc ça, on a essayé de le bouleverser autant que possible. On essaye aussi d'attirer vers ces carrières, ces métiers qui sont mal connus, qui sont impressionnants, des gens qui n'étaient pas programmés pour ça.
Alors on a par exemple une classe prépa intégrée, et toutes les grandes écoles de service public ont ça. On prend des jeunes issus du milieu très défavorisé, des boursiers à des niveaux très élevés, mais qui ont déjà bien réussi une partie de leurs études, et on les accompagne, et quand je dis qu'on les accompagne, c'est à fond. On les loge, on leur donne un ordinateur, une bourse, ils sont en petits groupes de 20 personnes avec des cours, du coaching, du tutorat pendant une année, voire deux. On les emmène partout pour qu'ils aient toutes les connaissances, surtout tous les codes, qu'ils comprennent ce qui ressemble au métier auquel ils aspirent. Et puis finalement, les 3/4 réussissent. Et pour nous, c'est une satisfaction. C'est une goutte d'eau, mais si on ne commence pas par une goutte d'eau, on ne pourra pas se plaindre que notre pays est en panne. Alors faire venir tous les talents, oui, mais pour leur apprendre quoi? Et c'est là où je fais vraiment un drôle de métier, parce que la vraie réponse sincère, c'est « je n'en sais rien ». 60% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. C'est une étude qui est sortie l'année dernière en Belgique. On ne sait pas à quel métier on forme les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai pour toutes les écoles, ingénieurs, commerce, écoles d'administration. On sait seulement qu'ils ne ressemblent pas à ceux qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui. Donc transmettre, c'est un très beau mot, sauf que transmettre quoi? Transmettre l'envie d'apprendre, transmettre la curiosité, transmettre la capacité à jouer collectif. On a beaucoup d'intelligence solitaire dans ce pays, on n'en manque pas. On n'est pas très bon à jouer collectif, mais ça s'apprend, ça se travaille. Ne plus jamais être l'endroit où on apprend les bonnes réponses, être l'endroit où on enseigne les bonnes questions et la bonne manière de se les poser. Avec qui? De préférence pas tout seul. Vivre dans un splendide isolement, c'est être à peu près certain d'avoir la même idée que le voisin, la même idée que le prédécesseur, une idée qui va être très vite obsolète ou qui ne verra qu'une petite partie d'un problème. Alors, ce que j'ai essayé un peu modestement avec les équipes qui sont avec moi de faire, c'est ouvrir l'école et les élèves au monde et aux autres. Au monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs nous expliquer leurs réussites ou leurs échecs, parce qu'on apprend énormément des échecs, des siens d'abord, je sais de quoi je parle, des autres aussi, et puis ouvrir à des écoles qui ne ressemblaient pas à l'ENA. On m'avait dit par exemple un jour, tiens, il y a un truc fascinant, c'est l'école 42, regarde, c'est le contraire de l'ENA. Ça m'a tellement plu que j'ai immédiatement appelé, j'ai dit, est-ce que je peux venir voir le contraire de l'ENA? Xavier Niel a été adorable, il m'a fait visiter son école. Alors c'est encore plus sélectif que l'ENA, c'est encore plus exigeant, il ne faut pas plaisanter. On n'a rien sans rien. Mais aujourd'hui, on fait du travail ensemble, les petits codeurs de 42 et les petits énarques, et ça donne des résultats assez bluffants, franchement. On fait ça aussi avec des designers, on fait ça avec des tas de gens qui ont envie ensemble de revenir à quelque chose qui, là, est assez central, qui est dans la transmission et qui est dans la réinvention, qui est dans la réflexion autant que dans la connaissance. On n'est pas dans le savoir-faire, on n'est pas dans la boîte à outils, on n'est pas dans la recette, on est dans les valeurs. Les valeurs aujourd'hui, les valeurs de citoyenneté, elles sont au centre de tout ce qui nous interroge. On en parle, on les invoque, on dit parfois beaucoup de bêtises dessus aussi, mais il n'y a rien de plus moderne que les valeurs. Moi, j'avais eu la chance dans ma vie d'avant, notamment d'avoir participé à un comité d'éthique, d'avoir envie de faire avancer l'éthique dans la fonction publique, vaste programme. C'est plutôt dans la vie politique que c'est un vaste programme et l'actualité nous le montre. Mais j'avais envie de ça et j'avais peur que mes élèves me disent « Oh là là, ça c'est un truc de vieille dame ». Vous savez, le truc où vous dites « Tiens, j'avais une bonne idée, mais d'un seul coup, je prends 200 ans quand j'en parle à mes élèves ». Quand je suis arrivée, je leur ai dit « On va parler éthique, on va parler valeurs de service public, on va se demander au service de qui on est, pourquoi faire, comment, qu'est-ce qu'on doit à nos concitoyens. On a une superbe devise, servir sans s'asservir, c'est pas mal. Je leur ai dit, c'est sans se servir aussi. Et en fait, les élèves n'attendaient que ça, qu'enfin, on se pose, qu'on arrête de dire qu'on faisait uniquement du management et des recettes de gestion, mais qu'on réfléchisse à quoi on sert, pour qui, pourquoi. On a tout ce travail sur la citoyenneté. Alors, les grandes valeurs, égalité, accès de tous aux emplois publics, mais aux services publics aussi. Laïcité, et là je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais que se poser les bonnes questions tout le temps avec les bonnes personnes, c'est évidemment utile. Ce travail sur les valeurs, c'est tout sauf ringard. D'ailleurs, la plupart des entreprises, et celles que vous avez vues aujourd'hui
vous disent qu'elles travaillent sur leur culture, sur leurs valeurs. La valeur qui est servir le bien commun, c'est probablement l'une de celles qui compte le plus. Alors, le dire, c'est bien, le faire, comment? Des grandes conférences, oui, mais la vie vous amène à être mis au défi dans vos valeurs, dans vos pratiques, dans les questions que vous vous posez. Vous sortez, moi j'ai que des bons élèves ou presque, j'ai que des premiers de la classe, et puis à la fin, je les classe. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup l'école. Mais leur dire, vous allez devenir des acteurs de tout ce que vous allez porter, ça veut dire les emmener sur le terrain, toujours, tout le temps. J'étais ravie de parler juste après Marie et juste après Unicité, parce qu'on travaille avec eux, on a travaillé sur le service civique. Maintenant, tous les élèves de l'ENA ont une obligation, qu'ils déclinent comme ils veulent, un engagement citoyen associatif, une fois par semaine. Je ne veux pas les voir. Ils sortent de l'école, ils vont dans une association de leur choix. Ce n'est pas à moi de leur dire quel est l'engagement qui a de la valeur par rapport à un autre. La seule chose qui compte, c'est que ce soit au service des plus vulnérables. Et pendant 2 ans, ils vont accompagner des gens que la vie n'a pas épargnés pour les aider, pour apprendre de ces gens autant qu'ils pourront leur donner, et pour que toute la vie, dans tout ce qu'ils auront à faire, dans toutes les responsabilités souvent importantes qu'ils auront à exercer, ils se souviennent de ça, ils sachent que on a d'abord, quand on accède à ces grandes écoles, et puis à ce que ça suppose derrière, infiniment plus de devoirs que de droits, et que ce qu'on apprend auprès de ceux qui ont eu moins de chance que nous, c'est ce qui fait que ce pays va pouvoir être un pays de citoyens. Merci.